Alors tout ça nous mène à la question de la ville, exposition urbaine. Est-ce qu'on est vraiment dans des situations aggravées, aggravantes? Oui, la réponse est oui, d'abord parce que le milieu urbain est par essence deux choses. Il est par essence très hétérogène. Hétérogène, ça veut dire qu'on n'a pas du tout d'homogénéité, même à échelle locale, de l'usage des sols, des types d'activités, des types d'émissions. Et donc il est très complexe à modéliser, très complexe à comprendre, mais il est surtout dense. Ici, vous avez par exemple les réseaux de chaleur, vous avez la densité de population, vous avez la ville de Paris qui est une mégapole très monocentrique, hein, très dense en son centre. Et en fait, cette densité pose beaucoup de problèmes de concentration des activités et des émissions. La densité crée l'attractivité, et lorsque la ville croît, eh bien, il faut toujours continuer à aller vers ce centre. Donc soit la ville s'étend dans un modèle monocentrique, qui est un peu celui de Paris aujourd'hui, soit finalement des pôles secondaires se créent, des villes plus importantes en périphérie, et selon les différents modèles qui sont proposés par les économistes ou les sociologues, eh bien, on va avoir des modèles où finalement il va toujours y avoir une convergence vers le centre, ou des modèles dans lesquels on est vraiment polycentriste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de centre, et la mobilité des gens dans ces modèles-là est très importante parce que c'est elle qui définit la pollution par le trafic routier qui va impacter la ville. Et quoi qu'il arrive, avec la réduction des temps de transport permise par l'automobile et son développement, eh bien on va avoir des villes qui s'étendent, une demande en transport qui augmente, et le besoin de commutation, c'est-à-dire de créer des routes, qui va être lui aussi très important. Or, ça pose beaucoup de problèmes. Ici, vous avez la demande en transport parisienne, vous voyez que c'est très monocentrique. Et l'étalement urbain, bien, c'est la consommation des terres pour pouvoir créer de la ville. Si vous regardez la pollution lumineuse en 92 et la pollution lumineuse en 2010, vous voyez que le continent européen est très soumis à cet étalement urbain. Et c'est un vrai problème parce que cet étalement urbain, il a beaucoup de conséquences néfastes. En fait, on est obligé de détruire les espaces ruraux, la biodiversité, et du coup les villes qui consomment beaucoup d'énergie pour le transport ne sont pas durables, et la qualité de vie dans ces villes où on a énormément de trafic routier, de congestion, où on n'a plus d'espace vert, est dégradée. C'est quelque chose contre lequel l'Union européenne a souhaité lutter, et donc en proposant un modèle de ville monocentrique, très très dense, dans laquelle finalement toutes les activités que l'on pourra avoir seraient apportées simplement de chacun par le vélo, par la marche à pied, donc des distances très réduites, et tous les avantages seraient de pouvoir marcher, utiliser son vélo, réduire sa consommation énergétique, optimiser les réseaux de chauffage, optimiser les réseaux par exemple, de traitement des déchets, et lutter contre cet étalement urbain. C'est une très bonne initiative du point de vue de réduction de la consommation énergétique et de préservation de la biodiversité. Or, le problème du point de vue de la qualité de l'air, c'est que, il y a de nombreux problèmes d'atmosphère qui sont liés à cette densité. D'abord, on a toujours une demande en transport pour aller vers le centre. Et donc, ça crée de la congestion. Donc, si notre ville n'est pas optimisée, on va avoir beaucoup de congestion. Si on a une ville qui est très dense, c'est qu'on a un bâti qui est très haut. Or, le bâti dense crée le confinement. Lorsque vous avez des masses d'air qui sont emprisonnées dans des rues qu'on appelle des rues canyons, c'est-à-dire des rues très hautes et pas très larges, eh bien on a des masses d'air qui n'arrivent pas à s'échapper de ces canyons et qui restent coincés avec des concentrations de polluants qui sont très fortes, puisqu'au niveau du sol, il y a des émissions par les voitures, etc. Et donc, en fait, on respire cet air qui n'arrive pas à s'échapper et où les polluants s'accumulent. Par ailleurs, la structure et le fonctionnement urbain sont tels qu'on a une proximité entre les zones de loisirs, les zones d'habitation, les zones de travail, les zones de mobilité, et donc les piétons sont en permanence à proximité des voitures et au milieu du système émetteur. Alors si on reprend un petit peu nos considérations sur les émissions, en ville, les émissions, ce sont 3 camemberts qui représentent la proportion de chaque émetteur dans les émissions de PM2,5, NOx et COV. Et bien, vous voyez, en bleu, c'est la partie routière. Donc, ça représente quand même une part importante des émissions de tous ces composés dans la ville. Et si je reprends mon schéma de tout à l'heure avec les zones rurales, la mesure de la concentration pendant l'épisode de décembre 2016, les stations urbaines, et maintenant, on va regarder ce qui se passe dans les stations à proximité du trafic.
Voilà, donc j'ai pas besoin de beaucoup commenter, simplement pour vous faire remarquer qu'ici, en fond urbain ou en proximité au trafic, c'est assez similaire pendant l'épisode, parce que finalement, comme il n'y a pas d'échappatoire pour les masses d'air, elles sont assez bien mélangées, et toute la ville est pour le coup soumise à des concentrations assez homogènes. Alors il y a beaucoup de ces micro-environnements confinés en zone urbaine. Alors je vous ai présenté la proximité au trafic, les rues canyons. On a aussi le métro qui, par frottement entre finalement les rails et les systèmes pneumatiques du métro, va émettre beaucoup de particules, plutôt des particules métalliques. Vous avez ici la concentration en particules en orange dans le métro marseillais et en bleu et noir sur les axes routiers marseillais. Donc vous voyez que les concentrations sont très très importantes. Dans les parkings également, vous avez les parkings souterrains où vous pouvez dépasser très très facilement les concentrations en qualité de l'air intérieur sur une heure en NO2 ou en particules. Et enfin, des environnements bâtis avec des logements qui sont à proximité des routes. Ces deux courbes vertes et rouges montrent finalement à peu près les mêmes tendances. Il s'agit d'une concentration mesurée à l'extérieur d'un bâtiment et à l'intérieur d'un bâtiment. Il y a un décalage le temps que la pollution rentre. Alors ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas aérer vos appartements. Il y a beaucoup plus de pollution intérieure. Tous les matériaux rejettent des polluants, donc aérez vos intérieurs. Bien sûr. Alors tout ça nous mène au fait que l'exposition en zone urbaine est très très hétérogène, hein, selon qu'on se trouve près d'une voie mineure, une voie majeure, un rond-point, un embouteillage, qu'on a un appartement à l'intérieur, avec à l'extérieur une rue qui est très fréquentée. Alors, ça peut créer des inégalités d'exposition. Donc en sciences humaines, maintenant, on commence à considérer cette question des nuisances en lien avec la zone où on habite. Et donc, mon travail consiste aussi à faire le lien avec les gens qui ont un regard socio-économique sur la situation, et à poser mon regard scientifique et à essayer de voir comment on peut comprendre la manière dont les différentes typologies de population sont affectées par la pollution. Donc on a ce problème de multi-exposition avec des territoires multi-exposés lorsque effectivement on cumule les risques, le bruit, la pollution, qui sont des facteurs de stress importants et des facteurs de dégradation de l'état de santé importants, et qu'on ne sait pas encore bien appréhender. Mais il y a aussi des notions qui sont en train d'émerger, comme le différentiel de vulnérabilité, c'est-à-dire que finalement, deux populations différentes exposées aux mêmes problématiques de pollution ne vont pas subir les mêmes effets parce que certaines sont plus fragilisées, parce qu'elles subissent par ailleurs déjà d'autres nuisances. Enfin, il y a la notion de différentiel d'exposition selon où l'on habite, selon sa catégorie socio-professionnelle, selon ses activités professionnelles ou personnelles. On peut être affecté différemment par la pollution parce qu'on la traverse différemment, on traverse différemment les micro-environnements au cours de notre journée. Et donc finalement, on est assez contre ces mégapoles très monocentriques où on ne réussirait pas à limiter le problème de congestion, où on n'arriverait pas à insérer des espaces verts et où on aurait un renforcement des inégalités. Et finalement, la rétroaction de tout ça pourrait être que les gens veulent vivre très loin de la ville et que finalement, en essayant de créer une ville monocentrique, on créerait une ville encore plus étalée qu'auparavant. Alors les leviers... un petit peu vite parce que mon temps se termine. Les leviers pour travailler là-dessus, eh bien, ce sont des leviers... il y en a deux principaux. D'abord le transport, il faut jouer sur le transport. Alors comment est-ce qu'on peut jouer sur le transport? Eh bien, d'abord avec des meilleures infrastructures, une meilleure planification des transports en commun, éviter les trajets inutiles, proposer un meilleur report modal, donc proposer une infrastructure de transport en commun qui soit plus adaptée. Et également, il y a des taxations qui ont montré par le passé qu'elles fonctionnaient. Vous avez ici le prix du parking dans les différents centres-villes européens et vous avez ici le pourcentage de voitures utilisées dans la ville. Voilà. C'est QFD.
Il n'y a pas que le transport pour aider à avoir une meilleure qualité de l'air, il y a aussi l'aménagement urbain. C'est aussi une science qui se développe, travailler à la frontière entre politique urbaine, politique environnementale, qualité de l'air, sciences humaines et sociales. Et donc les objectifs seront de trouver finalement comment contrôler l'étalement urbain, aérer la structure du bâti pour éviter les zones confinées, rendre le tissu urbain plus mixte pour aller travailler pas loin de chez soi, passer à la multimodalité, je vais travailler, je prends d'abord mon vélo, puis je pose mon vélo à un endroit prévu pour, je prends un bus et je finis à pied. Si tout ça n'est pas facilité, alors les gens ne s'en empareront pas. Et donc il faut pour ça organiser l'ensemble de la mobilité, organiser la logistique urbaine aussi qui consomme beaucoup d'énergie et émet beaucoup de polluants. Et les enjeux, ils sont vraiment de pouvoir garantir l'égalité d'accès à tous les services, savoir gérer les aires naturelles et le patrimoine culturel, et maintenir un système urbain équilibré qui fonctionne économiquement aussi. Et la clé de tout ça, c'est effectivement l'acceptabilité des mesures que l'on propose et la manière dont les gens vont pouvoir se les approprier. Alors, j'ai quelques exemples. À Utrecht, aux Pays-Bas, eh bien, ils ont trouvé un système de livraison groupé qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est une des idées. Ils ont aussi travaillé au Danemark, finalement, à reporter le trafic vers d'autres axes. On a eu ça sur les quais à Paris. Ça a créé certains conflits. Ici, ça a très bien fonctionné. Ça, c'était en 1960. Ça, c'est en 2000. Donc, on a réussi à faire en sorte que les citoyens se réapproprient la ville en proposant d'autres axes pour circuler. Et puis, il y a la réduction qui est parfois un peu brutale, comme celle qui a été imposée à Londres avec une zone à faible émission. Les low emission zones sont des sortes de zones dans lesquelles la circulation est restreinte à certains types de véhicules. Donc, il y a eu vraiment tout un ensemble de mesures qui ont été prises avec des aides pour financer l'amélioration des bus, des taxis, avec l'interdiction d'un grand nombre de véhicules très polluants dans le centre-ville. Malheureusement, le trafic s'étant reporté autour du centre-ville, ce n'est pas une des plus grandes réussites en termes de politique de qualité de l'air. Alors aujourd'hui, on a besoin de développer cette approche transdisciplinaire, c'est ce que disait Mathias tout à l'heure. L'objectif de la recherche que je mène, c'est de travailler sur des approches transdisciplinaires pour contrôler les rejets de polluants et agir pour la qualité de l'air et le changement climatique, en rassemblant un ensemble de disciplines académiques pour pouvoir réussir finalement à ce schéma. On a des demandes politiques sur l'impact de certaines actions nationales, locales, de la densification, l'augmentation du prix des terres, la réglementation routière. Et on est en train d'essayer de développer une capacité à modéliser à la fois les chemins des véhicules en fonction des zones d'emploi, le comportement des gens face à la structure urbaine et aux services qui leur sont proposés, les contraintes économiques, l'accessibilité, et pour produire à la fin la consommation d'énergie, les émissions et la qualité de l'air. Et tout ça doit nous mener in fine, à modéliser la qualité de l'air depuis l'échelle régionale jusqu'à l'échelle de proximité, l'échelle de la rue, et en croisant finalement la modélisation de la qualité de l'air à l'échelle de la rue avec les chemins qui sont empruntés par chacun des agents de la population dans le modèle, parce qu'on modélise évidemment les mouvements des agents de la population, et bien définir quelle pourrait être l'exposition des gens qui se trouvent dans différentes rues à différents moments de la journée et regarder quelles peuvent être les inégalités qui en découlent. Alors évidemment, il y a beaucoup de verrous là-dessus. Les capteurs dont parlait Mathias tout à l'heure peuvent permettre de voir si le modèle ne se trompe pas sur sa prédiction des milieux, des niveaux de concentration dans les différents milieux. Donc ils peuvent être une aide à cette démarche de modélisation, mais évidemment, chacun des axes de cette recherche recèle encore de nombreux verrous qu'il faudra lever.